Katanga, il a raison. Annie, moi aussi, je le préfère. Vous préférez Tchombe à Lumumba? Oui, non, je préfère Tchombe, mais pas Lumumba. Lumumba, est-ce un fou? Est-ce un héros? Est-ce un dictateur? Dans la résidence qu'il occupe et qui est celle de l'ancien gouverneur, nous sommes allés lui poser cette question. Qui êtes-vous, monsieur Patrice Lumumba? Alors, je voulais vous poser un certain nombre de questions, si vous voulez d'abord. Je voulais savoir quel âge vous avez. J'ai 35 ans. Et où êtes-vous né? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province du Kasaï. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Mais le Kasaï, c'est précisément au centre du Congo. Au centre du Congo? Je ne sais pas situé si c'est pour des vues géographiques, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province du Kasaï est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont encore vivants, bien portants. Et ils sont au village. Vous avez commencé vos études à quel âge? À l'âge de 8 ans, je crois. 8 ans. Et quels ont été les auteurs qui vous ont le plus frappé? Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tous les systèmes, et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques, et se sont mariés religieusement à l'église, et nous sommes 4 enfants, tous les garçons, nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, le catholique et le protestant, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit de jugement. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo et par quoi? Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Le but que poursuivait M. Lumumba est aujourd'hui théoriquement atteint. Les derniers de ceux qui personnifiaient à ses yeux l'oppression, les soldats belges, sont partis, relevés par les contingents de l'ONU. Mais suffit-il d'un cérémonial militaire, même aussi bien réglé, pour ramener la paix?
C'est dans l'émeute et le sang que se sont déroulées les premières heures de la nouvelle République congolaise, née de l'ex-Congo belge. Léopoldville reste encore vide et muette, prostrée dans la stupeur et l'effondrement après les violences des derniers jours. Magasins dévastés, immeubles incendiés, automobiles brûlées, c'est le décor sinistre de la capitale à l'heure de l'indépendance. Aussi les Européens qui restent ont demandé des armes. On leur en a donné. Les familles vont choisir dans ces dépôts disparates de quoi tenir tête. Mais la plupart s'efforcent de partir. On les voit avec leurs valises empilées, abandonner souvent leur voiture à l'embarcadère pour passer de l'autre côté, à Brazzaville, où drapeaux français et congolais flottaient côte à côte. Depuis l'émeute tragique, c'est par milliers que les Européens de Léopoldville, dépouillés et parfois blessés, ont cherché refuge dans l'ex-Congo français, où le président de la jeune République, l'abbé Fulbert Youlou, est venu au débarcadère de Brazzaville leur apporter ses encouragements. Un camp d'urgence a recueilli tous ces pauvres gens où les premiers secours leur ont été donnés. Jusqu'à présent, près de 4000 personnes ont pu passer le fleuve et trouver ici un abri. Dans cette circonstance dramatique, la jeune République du Congo et son président, l'abbé Fulbert Youlou, ont manifesté un souci de solidarité qui les place à l'ordre du jour de l'humanité. Les avions belges continuent également à transporter à Bruxelles des groupes d'Européens. Bruxelles leur a fait un accueil douloureusement ému. Mais cette émotion nationale n'est pas restée inactive. Les mêmes avions qui amenaient les sinistrés ramenaient leur pleine cargaison de troupes. Précaution qui empêcherait peut-être de nouveaux désordres sanglants, mais n'effaçait pas les deuils d'hier. Et à ces deuils, la Belgique mêlait sa colère. Une manifestation d'anciens coloniaux, allée dans les rues de Bruxelles, en donnait l'illustration. L'ONU était saisie de la question. Le délégué belge devait, devant l'Assemblée, évoquer dans leur tragique nudité les dramatiques journées. C'est troublant pour cause la mutinerie des forces de l'ordre de la jeune République. Car nul, et je tiens à le souligner, ne songe à remettre en cause l'indépendance du Congo, ni la validité de la recommandation formulée par ce Conseil il y a une semaine à peine. Les assurances les plus formelles ont d'ailleurs été données à ce sujet par le gouvernement de Bruxelles, et chacun de nous n'a qu'un désir, celui d'aider ce jeune État à développer chez lui l'ordre, la paix et la prospérité. Dans Léopoldville, bouleversée par la révolte, la gendarmerie restait la seule force congolaise devant l'armée mutinée. Elle avait rétabli le calme, un calme relatif sans doute, mais les mutins occupaient toujours l'aérodrome, coupant toute communication avec l'extérieur. Ce fut donc aux troupes belges de libérer l'aérodrome et les quelques centaines de civils prêts au départ qui s'y étaient entassés et qui se trouvaient à la merci des émeutiers. C'est dans le sifflement des balles que les réfugiés de l'aérodrome eurent le sentiment de leur délivrance. L'opération fut rapidement menée. Parmi les blessés, quelques civils atteints pendant l'attaque. Quelques soldats congolais faits prisonniers devaient être libérés par le commandement belge après une intervention de M. Miombo, ministre sans doute trop libéral que M. Lumumba devait démissionner depuis. Des renforts belges atterrissaient, l'aérodrome était occupé et le trafic aérien pouvait reprendre. Qu'allait-il se passer à Léopoldville? Les forces belges se décidaient à y rentrer en vue de maintenir l'ordre parmi une population à l'esprit surchauffé et prête peut-être à de nouveaux excès. Excès que l'intervention même du ministre des Affaires étrangères, M. Bomboko, n'était pas toujours susceptible de contenir. Léopoldville était un baril de poudre où la moindre étincelle pouvait déclencher une nouvelle catastrophe. Ainsi, la découverte du cadavre d'un boy faillit bien, malgré les objurgations des autorités, tourner au drame et déchaîner de nouvelles fureurs.
C'est dans ces circonstances que l'ONU décidait d'intervenir. Les troupes du Ghana, commandées par le général Alexander, arrivaient les premières pour rétablir l'ordre. Avec les troupes du Ghana, des troupes tunisiennes prenaient immédiatement position à Léopoldville, à la place des soldats belges. La situation en est là, mais le champ reste ouvert. Que sera demain l'ex-Congo belge ?